12 590 euros. C'est un des roasters les plus chers dans ces cylindrées-là. Il a le nouveau moteur dit V2, un nouveau cadre, des nouveaux équipements. C'est une toute nouvelle moto, une toute nouvelle Monster que nous présente Ducati. Avant d'aller rouler et avant de le mettre face à la concurrence, on va déjà faire un petit tour du propriétaire. Ducati s'est penché sur le design avec des petits rappels des Monster précédents. C'est la 5e génération de Monster. On retrouve le design du phare, mais avec des feux diurnes différents. Le réservoir retrouve une forme arrondie qu'il avait perdue. Ça nous rappelle des Monsters plus anciens. Et le moteur qui est porteur depuis la version qui est arrivée en 2021, maintenant soutient un cadre monocoque à l'avant, mais un cadre treillis à l'arrière, comme sur les premiers Monsters. La selle est maintenant d'une seule pièce et on a même des poignées qui sont prévues pour le passager. À l'arrière, on a un nouveau feu et puis maintenant des clignotants qui sont plus classiques. On a aussi les platines de support de repose-pied passager et puis de l'échappement à droite qui ont évolué, mais ça gêne pas du tout la position des pieds pour le pilote. Alors le moteur il a changé. C'est le moteur V2 qu'on connaît sur la Street Fighter, sur la Panigale, sur la Multistrada. C'est pas un nouveau moteur, ce n'est pas une découverte. Il n'est pas plus V2 que le moteur d'avant. C'est toujours un bicylindre ouvert à 90 degrés, comme toujours chez Ducati, mais il n'a plus la distribution Desmo. Maintenant, c'est une distribution variable. Il perd à peu près 50 cm3 pour passer de 937 cm3 à 890 cm3 aujourd'hui, mais il a la même puissance, 100 chevaux, et puis il perd seulement 2 Nm de couple. Il est à 91,1 aujourd'hui, il était à 93 avant, ça ne change pas grand-chose. Par contre, si le moteur est partagé entre plusieurs motos chez Ducati, il n'a pas les mêmes performances. Par exemple, sur le Monster, il fait 9 chevaux de moins que sur la Street Fighter. À la conduite, c'est pas du tout les mêmes ressentis. Et puis sur le Monster, on peut le brider si vous avez un permis à deux. Heureusement, on connaît la moto, on connaît le moteur. Ici, les deux sont maintenant réunis et ça tombe bien. On a roulé dans la tempête en Andalousie. Pour se faire une idée des performances, ce n'est pas très facile, mais heureusement, on connaît bien le moteur qu'on a déjà essayé sur d'autres Ducati. Avec la mission variable, on a deux phases très distinctes. La première phase, c'est à bas régime, c'est-à-dire qu'à 2000-2500 tours par minute, la moto elle est capable de reprendre. C'est assez doux, ça cogne pas, c'est pas brutal, il n'y a pas de coup de piston. C'est vraiment très facile à prendre en main, c'est très doux pour un bicylindre de cette cylindrée. Donc dans ces conditions dantesques, eh ben, c'était parfait. Et puis si vous êtes débutant, c'est parfait aussi. C'est vraiment facile à prendre en main. Et puis il y a une deuxième phase très distincte, c'est quand on passe les 6-7 000 tours par minute. Là, il y a un changement qui s'opère au niveau des valves et on a un moteur qui est explosif, qui répond très rapidement à l'ouverture des gaz. C'est vraiment sympa, c'est beaucoup plus sportif. Ça tracte franchement, c'est vraiment très différent de ce qui se passe à bas régime. Il y a un vrai caractère sur ce moteur. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a la boîte avec une super sélection et un shifter qui fonctionne très bien. À la montée comme à la descente, c'est un régal. Et puis quand on roule plus tranquillement dans la tempête ou en ville, eh ben, ça fonctionne aussi très bien. Ce moteur, il va très bien à la Monster. Alors l'avantage de rouler sur des routes qui sont couvertes de boue et franchement vraiment inondées par endroits, c'est que ça déclenche assez facilement les assistances. Il y en a plein sur ce nouveau Monster. On les règle avec le commodo gauche, il y a un joystick pour ça. On peut régler les 4 modes de conduite. Pour chacun, on peut choisir la réponse du moteur, le frein moteur, le niveau d'intervention pour l'ABS en courbe ou pour le contrôle de traction en courbe. Tout ça, c'est lisible, c'est facile à manipuler et puis ça fonctionne très bien. Ensuite, en roulant, on se contente de changer le mode de conduite en appuyant sur le bouton au commodo gauche. Il n'y a pas besoin de retourner dans les menus. Donc ça, c'est vraiment très facile, ça fonctionne bien et puis l'électronique fonctionne très bien. On va pas revenir sur le moteur, on va parler un petit peu de la prise en main de cette moto. Alors malheureusement, la fourche et l'amortisseur ne se règlent pas. Le seul réglage qu'on a, c'est la précharge sur l'amortisseur. C'est assez ferme, mais c'est quand même un petit peu confortable. On n'est pas sur une Street Fighter. Ça reste une moto polyvalente. Mais surtout, ce qu'on apprécie, c'est que la selle est basse et que c'est une moto qui est très fine. C'est une moto étroite. C'est facile à prendre en main. C'est léger comme tout. C'est vraiment une petite moto. Il y a un vrai sentiment de légèreté quand on la prend en main. Et puis c'est vrai parce qu'en fait, tout plein fait, elle est à peu près à 185 kg. Donc c'est pas mal du tout. Pour le freinage, on a du Brembo N432. C'est pas la même chose que ce qu'il y a sur un Street Fighter, mais le feeling est très fin, c'est agréable à utiliser, et puis il n'y a jamais de surprise, il n'y a pas de brutalité à la prise de levier, c'est à la fois efficace et sécurisant. On va s'attarder un petit peu sur les options disponibles sur cette moto. Alors il y a les 4 modes de conduite, ce qui n'est pas le cas forcément chez BMW ou chez KTM, où en général les modes de conduite les plus sportifs, les plus dynamiques sont en option. Là, ils sont 2 séries. On a aussi 2 séries, le shifter qui fonctionne très bien, mais c'est tout. Le régulateur, on a les boutons au commodo gauche, mais pour l'avoir, il faut
payer l'option. Dans le même genre, on a un écran TFT 5 pouces qui est clair, qui est lisible. Il est très bien cet écran TFT, même s'il est un peu petit, mais il n'est pas connecté. Pour pouvoir le connecter à son smartphone, il faut payer une option. Et là, on pourra avoir la navigation au tableau de bord, mais pas avec une cartographie. On n'aura que du virage par virage. Et ça, c'est franchement dommage. Alors on va se dire, bah, c'est pas grave, je vais brancher mon smartphone. Sauf qu'il n'y a pas de prise USB. La prise USB, elle est sous la selle. Sous la selle, il y a un petit peu de place, mais c'est aussi une option. Et c'est des choses qu'on a souvent chez la concurrence. Là, on a aussi les poignées chauffantes en option. Ça, c'est plus commun. Mais c'est vrai qu'il y a des options qui sont assez en standard chez la concurrence et qu'il faut payer ici sur cette Monster. Avant de conclure, on va la placer face à la concurrence parce qu'elle n'est pas toute seule sur le marché, cette moto. J'ai pris des roadsters qui ont une puissance à peu près comparable et qui sont tous bridables en A2. Alors, si on regarde les immatriculations 2025, on voit que la star de la catégorie, c'est la Z900. Kawa fait un carton avec cette moto. En deux, on a la BMW F900R, parce que BMW ont un tarif très agressif avec cette moto qui est régulièrement en promo, mais c'est quand même 1000 unités de moins par rapport à la Z900. En 3, on a la MT-09 qui fait un volume à peu près équivalent à la F900R et qui a été renouvelée il n'y a pas très longtemps. Et en 4, j'ai pris la Triumph Trident 800 qui sort là en ce moment, donc on n'a évidemment aucun chiffre sur l'année 2025. On commence par le poids. Alors pour Ducati, j'ai rajouté 90% du réservoir avec la densité de l'essence, ce qui ajoute à peu près 9,5 kg au poids sans carburant annoncé par Ducati. Elle est quand même plus légère que toutes ses concurrentes. L'écart n'est pas énorme avec la MT-09 par exemple, mais il commence à être beaucoup plus important avec la F900R de BMW et encore plus avec la Kawasaki Z900 parce qu'un 4 cylindres, ça pèse beaucoup plus lourd. Et puis pour la BMW, les matériaux pour la construction du châssis sont moins nobles que ceux qui sont utilisés chez Ducati par exemple. La Ducati, elle est vraiment légère et on le ressent à la conduite, elle est vraiment facile cette moto. Si on s'attarde un petit peu sur la puissance, autant la Kawasaki était la plus lourde de toutes, autant c'est aussi la plus puissante de toutes. La Monster, elle est à peu près dans la moyenne si on regarde les écarts. La moins puissante de toutes dans cette sélection, c'est la F900R. La Ducati, elle a un très bon rapport poids-puissance parce qu'elle est vraiment plus légère que les autres et la puissance, elle est dans la moyenne. On va pas se quitter sans parler du prix parce que la moula, c'est important. Donc, la boîte à moula, c'est parti. On va parler de ça tout de suite. Pour la BM, j'ai rajouté le pack Finition Pro parce que c'est un pack qui permet d'avoir un équipement à peu près équivalent aux autres. Et puis c'est un pack qui est très souvent pris par les clients. Donc là, on voit que la Ducati elle est en queue de peloton. On commence par la Triumph Trident 800 qui est très bien placée à moins de 10 000 euros. À 4 euros près, on peut avoir la Z900. Ensuite, il y a un petit palier pour atteindre la MT-09. Là, on en rajoute un petit peu. Mais ce qui est intéressant, c'est que la MT-09 aussi, si vous l'achetez en permis A2, ça vous coûtera 300 € de moins que le tarif qui est affiché ici. On en rajoute pour atteindre la BMW avec son pack Finition Pro, parce que ça augmente pas mal la facture. Là, le tarif affiché ne tient pas compte de la promotion en cours. Et enfin, la Ducati, qui est la bonne dernière en termes de tarifs, et en plus, elle n'a pas beaucoup d'équipements de série. De série, il y a les 4 modes de conduite, l'électronique pour la sécurité et le shifter, et c'est tout. Conclusion de cet essai de la Monster 2026. On va commencer avec les trucs qu'on n'aime pas trop. D'abord, l'équipement de série qui est assez pauvre face à la concurrence. Par exemple, avoir une prise USB ou avoir un écran connecté, c'est une option. Pareil pour le régulateur de vitesse, même si on a les boutons au guidon. Et puis, il n'y a pas de réglage pour la fourche et l'amortisseur, à part la précharge de l'amortisseur. Ça, c'est un petit peu dommage. Ce qu'on aime bien, c'est le moteur qui a 2 facettes avec beaucoup de facilité à bas régime. Il est souple et docile. Et puis, une fois qu'on a passé les 6-7 000 tours, là, on a un moteur qui est vraiment vif, qui est rageur. C'est très agréable pour des moments plus sportifs. Ce moteur, il est vraiment sympa et il colle très bien à la Monster. On aime bien aussi le design qui se rapproche beaucoup plus de ce qu'on a connu sur des précédents Monster. On ne reprend pas totalement le design de ce qu'on a vu arriver en 2021. On reprend des éléments stylistiques du passé et c'est vraiment sympa sur cette nouvelle Monster. Et enfin, troisième point et dernier, ce qui est vraiment sympa, c'est la finesse, l'étroitesse de cette moto. C'est une petite moto qu'on prend facilement en main. Et même moi qui mesure 1,83 m, j'étais bien dessus. Mais si on est beaucoup plus petit que moi, eh bien on est bien dessus aussi. C'est une petite machine qui se prend en main très facilement. Elle est légère sur la fiche technique, mais elle est aussi très légère à rouler. Je vous mets le lien dans la bio pour l'essai complet, le comparatif dynamique avec toutes les motos qui sont citées dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle Monster. Si j'ai oublié des trucs ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Bonne route à tous, mettez du gaz et à bientôt.